Je m'appelle Ilona, j'ai 24 ans, et l'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Je pense que malheureusement, beaucoup de femmes se sentiront concernées. L'histoire se passe en septembre 2017. J'ai donc 16 ans au moment des faits. Je suis en première et ce jour-là, ma professeure est absente. On n'avait que 2 heures de cours avec celle de l'après-midi. Donc trop chouette, les cours se terminent à midi. Je ne peux pas rentrer chez moi car j'habite à 40 kilomètres du lycée et je dois donc à ce moment-là attendre que ma mère finisse le travail pour rentrer. Comment ça se fait que tu habites à 40 kilomètres de ton lycée? C'est très loin. Bon, je pense que c'est un lycée privé parce que sinon tu dois être en internat parce que 40 kilomètres c'est vraiment exagérément loin pour un lycée. À ce moment-là, n'ayant pas trop d'amis dans ma classe et mes autres amis n'étant pas dans la même section que moi et étant en cours du coup, je décide d'aller passer le temps au cinéma qui est à 1,5 km du lycée. Purée, tout est loin de ton lycée. Je marche donc dans les rues. Il y a peu de monde. Et comme on est en journée, et étant dans une ville assez petite, je me sens en sécurité. Je décide donc de passer par des petites ruelles qui font un peu raccourci. Et on te comprend vu la distance monumentale qui te sépare du cinéma. Rapidement, je me rends compte qu'un groupe d'hommes me suit. Ils étaient 3. Je n'arrive pas tout de suite à comprendre ce qu'ils disent, car ils ne parlent pas français. Mais mon intuition me dit qu'ils parlent de moi, car je comprends quelques mots. J'accélère le pas, eux aussi. À ce moment-là, je comprends que je vais potentiellement être en danger. Très bon instinct. Je marche rapidement, espérant qu'ils n'essayent pas de me rattraper. On est lundi, et comme on est dans une petite ville, la plupart des commerces sont fermés, je ne peux donc pas m'y réfugier. Par chance, quelques passants passent dans la rue à ce moment-là, mais le groupe d'individus continue de me suivre. Je les entends me siffler et tenter de m'interpeller. Je fais donc semblant d'avoir un appel et je parle dans le vide au téléphone pour ne pas entendre leurs appels, puisque eux disent bien haut et fort que j'étais contente de les voir. De mon côté, je fais semblant. Je fais semblant et prétends avoir mon copain au téléphone. C'est faux. Évidemment, j'étais seule, je n'avais même pas de copain. Je continue très rapidement ma route vers les grands axes et rentre dans le cinéma où ils n'entrent pas. Soulagé qu'il ne me soit rien arrivé, je fais la séance de film, tranquille. 2 heures plus tard, je sors enfin du cinéma. Il faut savoir que dans ce cinéma, toutes les salles mènent à la même sortie. Et la sortie donne dans une rue très étroite où il y a peu de passages. Je passe la porte et en l'ouvrant, je repère directement le groupe d'hommes qui m'avait suivi et qui m'attendait donc là depuis maintenant longtemps. Ils se mettent tous les trois à rigoler et à me faire des signes très obscènes. C'en est trop pour moi. Je referme la porte et m'enferme à l'intérieur de la salle puisqu'on ne peut pas ouvrir de l'extérieur. À ce moment-là, j'avoue être totalement paniqué. Je réfléchis et me dis que je pourrais aller jusqu'au bureau où travaille mon père. Mais ça me fait du chemin. Et j'avoue que j'étais tétanisé et que j'avais un vrai mauvais feeling. Et c'est là que mon héros intervient. Un homme qui était avec moi dans la salle. Un grand monsieur d'un bon mètre 90, assez musclé et vraiment pas l'air commode, vient vers la sortie. Je l'interpelle et lui explique avec les larmes
Je pensais qu'elle allait me rassurer, mais au contraire, elle m'a dit « Écoute, je vais en parler à ton père. » Je n'ai pas eu de nouvelles ce jour-là. Le lendemain, alors que nous jouions encore, l'homme est réapparu. Apparu. Cette fois, il a demandé quelque chose d'encore plus étrange. Sais-tu où je peux trouver des enfants? Comme un idiot, je lui ai répondu Monsieur, nous sommes des enfants. Il a alors ouvert la porte de sa voiture et s'est approché du grillage en souriant. Pris de panique, j'ai crié Rentrez à la maison. Hugo a couru prévenir notre mère, tandis que je restais dans le jardin. L'homme, effrayé par ma mère, qui sortait avec Julie dans les bras, a couru vers moi. Il m'a attrapé par le bras, m'a couvert la bouche et m'a traîné vers sa voiture. Heureusement, ma mère a lâché ma sœur, qui s'est malheureusement blessée en tombant, et a réussi à mordre l'homme au bras. Il m'a lâché, mais a frappé ma mère au visage. C'est alors que mon père est sorti de la maison avec une arme héritée de l'armée. Il a menacé l'homme qui a pris peur et est remonté dans sa voiture. Mon père a eu le réflexe de prendre une photo de la plaque d'immatriculation avant d'appeler la police, qui est arrivée environ 30 minutes plus tard. Nous n'avons pas eu de nouvelles immédiates de cette affaire. Ma mère nous a simplement pris dans ses bras en pleurant et m'a félicité pour ma réaction. De mon côté, je me sentais faible et coupable que ma mère ait été blessée. En grandissant, j'ai appris la suite de cette histoire. La police a pu arrêter l'homme. Mon père m'a raconté qu'il avait 54 ans, était veuf et avait déjà été arrêté pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Il avait également des photos de pédopornographie, mot que je ne répéterai pas pour en faire un trigger, sur cet ordinateur et des tonnes de photos d'enfants en train de jouer, nous compris. Il avait été relâché après seulement 4 ans de prison. Ce jour-là, j'ai échappé à une situation terrible. Merci de m'avoir lu. Prenez soin de vos proches et, surtout, ne faites pas comme moi. Prévenez immédiatement si vous trouvez quelqu'un de louche. Croyez-moi, notre instinct ne se trompe pas souvent. Bonne soirée. Waouh! Quelle deuxième histoire. Je pense que c'est peut-être, même certainement, une des histoires les plus marquantes que nous ayons lues sur un thread d'horreur. Moi, ça m'a mis un coup là. Vous imaginez, je sais pas si vous arrivez à vous projeter, c'est pas une situation qui m'est déjà arrivée, mais c'est assez terrifiant. Enfin bon, on va passer à la dernière histoire. Et c'est marrant parce que ça fait plusieurs fois on se rend compte que les gens s'en prennent beaucoup à des enfants, à des personnes plus faibles qu'elles. Je sais pas d'où ça vient, s'il y a quelque chose de sociologique derrière, certainement, il y a certainement des profils psychologiques pour que les agresseurs s'en prennent à des personnes qui sont notoirement plus faibles qu'elles et en situation de détresse. En tout cas, je trouve le sujet intéressant. Peut-être que je me renseignerai. Et si vous voulez, j'ai déjà vécu des histoires de thread d'horreur. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai mes propres histoires de thread d'horreur. Parce qu'il y a quelques fois où j'ai vraiment cru qu'il allait m'arriver des dingueries. Mais rien dans cette situation. En tout cas, dernière histoire, la plus longue, celle qui va peut-être permettre de vous endormir si vous ne dormez pas déjà, qui s'intitule Le père de mon premier copain m'a touché de façon inappropriée. Bonjour à tous. J'avais déjà posté cette histoire sur Off My Chest, qui est un site anglais. Et en retombant dessus après des années, je me suis dit pourquoi pas la partager ici, en français, donc dans une langue où je saurais beaucoup mieux m'exprimer et entrer dans les détails. Cette histoire commence à l'automne de mes 13 ans, à savoir qu'aujourd'hui je suis âgé de 24 ans, bientôt 25. À l'époque, ma mère, ma grand-mère et moi venions de quitter ma ville natale, donc Montréal, au Canada, pour aller vivre en banlieue, à 3 heures de là, dans la ville de Lévis. Ce déménagement un peu soudain était dû à la santé de ma grand-mère, encore en vie à l'époque, qui était en déclin.
Je n'avais jamais quitté le quartier de mon enfance, et tous mes amis vivaient là-bas. Par-dessus le marché, je faisais ma grande entrée au secondaire, l'équivalent de la 5e année de collège en France. Heureusement, la rentrée s'était très bien déroulée, tout comme mes premières semaines à vivre dans cette ville et dans ce nouveau quartier. J'avais même réussi à me faire des amis près de chez moi, dont une amie qui vivait sur la même rue que moi. Nous l'appellerons Émilie. Émilie avait un grand frère. Nous l'appellerons Xavier. Dès nos premières sorties à trois au parc ou simplement autour de nos habitations, j'avais commencé à avoir le béguin pour Xavier. Rien de vraiment anormal. Nous avions le même âge. Il était charmant bien que timide, poli et drôle. Dans ma tête, c'était le début d'une grande histoire d'amour. Une histoire d'amour de gamin où on se tient la main en se croyant amoureux au fond. À peine quelques semaines après nous être rencontrés, Xavier et moi étions en couple. Si bien que Xav m'avait avoué avoir parlé de moi à ses parents et que ceux-ci voulaient m'inviter à souper afin que je fasse connaissance avec eux. Évidemment, à cet âge, j'étais super excitée à l'idée de rencontrer les parents de mon petit ami. Je m'étais même dit que c'était une bonne chose de les rencontrer et que cela permettrait peut-être à Xavier de passer plus de temps avec moi, car ses heures de sortie étaient strictement fixées. Vous l'avez compris, je m'imaginais déjà un monde rempli d'arc-en-ciel et de papillons. Je ne voyais pas comment ce dîner pouvait mal se passer. Le jour du souper avec les parents de Xavier, le jour du souper avec les parents de Xavier et Émilie arrive. Je me rappelle avoir enfilé mes plus beaux habits de l'époque, un jean bleu, un t-shirt noir et une veste à carreaux. Carreaux. Je le précise pour plus tard. Je suis partie de chez moi, ma mère et ma grand-mère me souhaitant une bonne soirée. Hyper confiante, pas du tout inquiète. Après tout, je n'allais qu'au bout de la rue. J'ai toqué. Xavier est venu m'ouvrir la porte, mais dès mon entrée chez lui, j'ai ressenti une sorte de lourdeur. L'endroit était vraiment sombre. Je ne sais pas si c'est ma mémoire qui me fait défaut, mais il me semble que toutes les fenêtres étaient couvertes, mais pas par de simples rideaux, peut-être avec des planches en bois. Tout semblait avoir été mis en place pour ne laisser passer aucune lumière. Ça ne m'avait pas vraiment alerté à l'époque, mais aujourd'hui, j'en ai la chair de poule quand j'y pense. Après avoir retiré mes chaussures, j'avais suivi Xavier jusqu'à la cuisine, là où j'avais rencontré sa mère, qui semblait vraiment ravie de me rencontrer. Puis arrive alors l'antagoniste de mon récit, le père de Xavier. Sans blague, on aurait dit le stéréotype du type qui bat sa femme et ses enfants dans les films, avec son vieux débardeur blanc taché et sa bière dans la main. Il était intimidant, pour ne pas dire effrayant. Sa voix était grave, forte et rouillée. Il semblait donner des ordres plus qu'il ne parlait, et tout le monde semblait se plier à ses quatre volontés pour éviter de le contrarier. Clairement, c'était lui qui commandait dans la maison. Dès mon arrivée, il avait semblé prendre plaisir à me mettre mal à l'aise. Par exemple, je mangeais très peu car mon estomac se nouait de plus en plus, et au fur et à mesure que la soirée avançait, à un moment, il avait fait une remarque du genre « Oh, la petite fille ne parle pas, elle est timide. » Mais avec un ton malsain que même à cet âge, j'avais compris qu'il avait sous-entendu quelque chose de sexuel dans sa phrase. Malgré ces nombreux signaux d'alarme, j'avais quand même réussi à tenir jusqu'à la fin du souper. En se levant de table, la mère de Xavier avait demandé à lui et à sa sœur de faire la vaisselle avant de vaquer à quelconque occupation. Probablement dans l'optique de ne pas me faire attendre sans rien pour m'occuper, Xavier m'avait alors proposé d'aller les attendre au sous-sol, d'allumer sa console et de choisir le jeu vidéo auquel on jouerait. C'était une PS3 dans mes souvenirs. À l'époque, je n'étais pas une grande gameuse, et je lui avais fait savoir en lui demandant au moins de venir allumer la console. Avec du recul, je me demande si ce n'était pas une tactique de ma part pour ne pas me retrouver seul au sous-sol. Puis,
C'est à ce moment-là que j'avais commencé à avoir un très, très, très mauvais pressentiment. À chaque marche que je descendais, mon instinct semblait me crier full là. Et malheureusement, j'avais préféré l'ignorer. Une fois au sous-sol, le père de Xavier m'avait dit tout de suite: Va chercher la manette, elle est sur la chaise là-bas, en me pointant le coin de la pièce. Je m'étais donc exécuté, m'étais dirigé vers la chaise en question pour récupérer la manette de PS3 posée dessus, m'étais penché vers l'avant et soudain avait senti une main me claquer fermement les fesses. Sans surprise, je m'étais redressé d'un coup avant de me retourner, sous le choc. À ce moment-là, impossible de bouger, ni même de réagir. J'étais paralysé par la peur, mon cœur battait à tout rompre, j'étais totalement sous adrénaline, mais j'étais incapable de faire le moindre mouvement. Je ne savais pas quoi faire. Je comprenais que mon instinct ne s'était pas trompé, que j'étais vraiment dans une situation de merde et que ce qu'il se passait était particulièrement grave. Mon imagination fluait au max, mais clairement pas dans le bon sens du terme. Je pensais que ce type allait m'enlever, me séquestrer, me violer, voire me tuer. Je pensais sérieusement ne plus jamais revoir ma mère et ma grand-mère. Après un très long moment de silence durant lequel on s'est regardé sans rien dire, il s'était approché de moi avec un sourire. Bizarre, un sourire bizarre, pas malsain. Je dirais plutôt triste, touché. Je m'en rappelle encore, ça m'a particulièrement marqué. Puis, une fois assez près, il m'avait pris dans ses bras pour me faire un câlin. Ce n'est qu'au moment où j'avais senti ses mains descendre plus bas dans mon dos, au niveau de mes fesses encore une fois, que j'avais eu un moment de lucidité. J'avais posté mes avant-bras devant mon buste et avais poussé contre son torse en marmonnant un truc. Je ne me rappelle pas exactement quoi, mais c'était très certainement pour lui demander d'arrêter. Et au même moment, Xavier l'avait appelé depuis le rez-de-chaussée. Encore aujourd'hui, je me demande si Xavier avait des doutes sur ce qu'il se passait au sous-sol au même moment. Mais bref. Dès que son père était remonté, j'avais gravi les escaliers à toute vitesse, attrapé mes chaussures et quitté la maison sans même dire au revoir. Je ne sais toujours pas ce qui se serait passé si Xavier ne l'avait pas appelé, ou si je n'avais pas réussi à sortir de la maison avant qu'il ne me fasse des attouchements plus poussés, voire des trucs plus graves. Je ne sais pas quelles étaient ses réelles intentions, mais honnêtement, je suis juste reconnaissante que ça se soit arrêté à ça. Ce que j'ai le plus mal vécu dans cette histoire, ce ne sont pas les attouchements, c'est plutôt le fait que ma mère ne m'ait jamais vraiment cru. Pourtant, je lui en avais parlé dès mon arrivée chez moi, juste après que tout ça se soit passé. J'étais en pleurs, en train d'hyperventiler à cause de la peur, et j'avais sûrement encore mes chaussettes dans les mains. Malgré tout, ma mère m'avait simplement dit que j'avais sûrement mal interprété la situation. Mais ce n'était pas le cas. J'en étais et en suis toujours convaincu aujourd'hui. Cette expérience m'avait tellement traumatisé que durant toute l'année qui avait suivi et durant laquelle j'avais vécu à Lévis, je faisais toujours d'énormes détours en revenant de l'école en bus scolaire, juste pour éviter de passer devant la maison de cet homme. Il était souvent
ce que je portais ce soir-là et si mes vêtements avaient pu être une invitation au geste qu'avait posé le père de Xavier. Je me rappelle m'être mise intérieurement en furie à l'entente de leurs suppositions et m'étais mise à leur décrire mes habits de ce soir-là. Un jean bleu, un t-shirt noir et une veste à carreaux. Je me rappelais et me rappelle encore aujourd'hui, car je n'ai jamais été capable de les réenfiler après ce soir-là. En plus de ma plainte pour attouchement sexuel, un autre événement m'avait encouragé à parler à la police. Bien que j'avais coupé court à ma relation avec Xavier afin de ne plus avoir à confronter son père, nous continuions à traîner ensemble de temps en temps. Mais plus l'année scolaire avançait, plus ses sorties étaient de moins en moins fréquentes, au point où il n'était presque jamais dehors, si bien que je prenais de ses nouvelles par le biais de sa sœur. Un après-midi, Émilie et moi étions en train de faire un bonhomme de neige. Vive les hivers québécois. Nous étions situés entre ma maison et la sienne. C'était une des rares fois que j'avais accepté d'approcher leur maison d'aussi près après l'incident. Je ne sais plus si Émilie m'avait dit que son père n'était pas là, ou si elle était simplement parvenue à me convaincre. Et alors qu'on s'amusait dans la neige, on a rapidement été interpellés par qui nous faisait des signes à travers la fenêtre de sa chambre qui se trouvait à l'étage. Émilie et moi avions décidé de faire pareil, lui faire des signes de la main. Inoffensif, non. C'était ce qu'on pensait aussi. Cela faisait à peine quelques secondes qu'on faisait des coucous silencieux, quand tout à coup, on avait vu Kevin se faire violemment attraper et tirer par le bras par son père, qui juste après avait fermé les stores pour qu'on ne puisse plus voir ce qui se passait à l'intérieur. Évidemment, j'y avais déjà songé bien avant, mais à partir de ce moment-là, j'avais commencé à me dire que si ce père de famille avait été capable de faire des attouchements à deux jeunes filles lambda, quel genre d'horreur pouvait-il bien faire subir à ses propres enfants? Je détestais supposer l'idée qu'il abusait sans doute d'eux, voire qu'il les frappait, tel que m'avait laissé croire cette scène à travers la fenêtre ce jour-là. Cependant, mes doutes et mes craintes étaient assez grandes pour que j'ajoute ce second événement à mon témoignage auprès des enquêteurs. Pour ceux qui se le demanderaient, ma plainte n'a malheureusement jamais abouti. Je n'ai jamais eu de nouvelles concernant l'enquête. Une autre amie, qui vivait sur la même rue que nous, m'a dit que Kevin... Une autre amie, qui vivait sur la même rue que nous, m'a dit que Xavier, Émilie et sa famille ont déménagé durant l'été qui a suivi l'incident. C'est tout. Cette histoire ne me touche plus vraiment, mais je souhaite tout de même la partager et connaître votre avis. Cela me permettrait de tourner la page, peut-être. Merci de m'avoir lu. Waouh, ok, encore une histoire très très longue et encore très très sombre. On est peut-être sur le thread d'horreur le plus sombre depuis le début de ma chaîne YouTube. Mais c'est bien pour une reprise. C'est pas mal. Que vous dire? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de toujours me soutenir, d'être toujours présent, de vous abonner de plus en plus. On a passé la barre des 350. J'ai un petit objectif en tête. Si on y arrive, je prépare une grosse surprise. Mais si on arrive à dépasser la barre des 1000 abonnés avant cet été, ce serait légendaire. Nous verrons bien. Je vous prépare une petite surprise si on y